Bonjour Didier Marie. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste de la Seine-Maritime. Pendant 10 ans, vous avez été le président du département de la Seine-Maritime. Vous aviez en 2004 fait basculer ce département qui a été pendant des décennies et des décennies à droite. Hier, vous avez participé avec Olivier Faure à un barbecue socialiste au Grand Quevilly. 300-400 militants de la région étaient réunis. Comment vous jugez la manière dont Olivier Faure conduit le Parti socialiste aujourd'hui? Pour reprendre une expression utilisée par d'autres, il est le premier de cordée, puisque en tant que premier secrétaire, il tourne dans les fédérations, il porte à la fois la parole de l'opposition à M. Macron et au gouvernement, et en même temps, il porte aussi les propositions que nous faisons en suivant un chemin, notamment sur la question européenne, qui va être une question centrale de l'année 2019 jusqu'au 26 mai, date de l'élection. Il est assez peu audible quand même, Olivier Faure. On entend, lorsque vous parlez d'opposition, on entend davantage, alors à l'extrême droite, le Rassemblement national, et à gauche, plutôt Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Oui, mais je pense que M. Macron, depuis son élection, a choisi ses adversaires. Il cherche à mettre en évidence et M. Mélenchon et Mme Le Pen pour des raisons simples. C'est que ni l'un ni l'autre ne sont susceptibles un jour de proposer une alternative de gouvernement. Nous sommes la gauche en responsabilité, la gauche capable de gouverner. Nous l'avons fait avec des succès, parfois les échecs. Il faut en tirer aussi toutes les conséquences. Mais nous sommes en situation, demain, une fois que nous aurons reconquis l'électorat qui a rejoint M. Macron, eh bien, de gouverner de nouveau. D'ailleurs, à ce sujet, moi, je connais beaucoup de gens, électrices et électeurs de gauche, qui ont voté soit au premier tour, soit au second tour pour M. Macron, et qui aujourd'hui en reviennent. Ils se sentent à la fois trahis. Ils avaient eu le sentiment de voter pour le fils spirituel de Michel Rocard, et puis surtout avec le fils illégitime ou le fils caché de Giscard d'Estaing. Donc chacune et chacun est en train d'ouvrir les yeux et de comprendre que la politique qui est menée est une politique néolibérale qui ne va pas dans le sens de ce qu'ils attendaient. Mais alors c'est déçu du macronisme en quelque sorte. Comment faire pour les capter vers le Parti socialiste? Ils vont où aujourd'hui, ces déçus? Alors, je crois qu'il y a un espace politique pour le Parti socialiste. Il y a celles et ceux qui sont contre la politique du gouvernement, nous en faisons partie, mais il y a celles et ceux aussi qui proposent. Et nous sommes les seuls aujourd'hui à proposer une alternative crédible. Donc ce qu'il faut bien évidemment, c'est dire ce qu'est cette politique aujourd'hui, qui est une politique de communication bien menée, qui vise à faire croire qu'on fait preuve de rigueur budgétaire pour séduire les électeurs de droite et qu'on fait preuve d'un minimum de solidarité pour séduire les électeurs de gauche. La réalité, c'est quoi? Vous avez d'un côté un plan pauvreté doté de 8 milliards d'euros, donc 4 milliards de redéploiement. Quand vous faites les calculs sur 4 ans, ça représente 62 centimes pour chacun des 9 millions de pauvres concernés. Et de l'autre, vous avez un plan richesse doté de plus de 26 milliards d'euros avec la suppression de l'impôt sur la fortune et puis la flat tax qui concerne, pour ce qui concerne l'ISF, je crois 300 000 personnes qui vont, pour les 5 000 les plus riches, se partager plus de 230 000 euros chacun sur le bénéfice qu'ils ont à ne pas payer l'impôt. Voilà, donc je crois qu'il faut dire les choses. Je reviens un instant sur la vie du Parti socialiste. Vous parlez de reconquête de l'électorat. En même temps, on voit bien actuellement dans toutes les études d'opinion qui concernent les prochaines européennes que le Parti socialiste a un niveau extrêmement faible, en dessous de 5% globalement, c'est-à-dire au même niveau qu'Europe Écologie Les Verts, au même niveau que le jeune parti de Benoît Hamon Génération. Il y a un problème tout de même, surtout que le Parti socialiste aujourd'hui n'a toujours pas désigné de tête de liste. Nous avons des difficultés, nous sommes en phase de refondation, de reconstruction, cela prendra du temps et il faudra être au rendez-vous bien évidemment en 2022 aussi pour la future élection présidentielle. Mais en 2019, vous avez déjà tiré un trait sur... Non, on n'a pas tiré un trait, mais tout dépend des études d'opinion que l'on regarde. Effectivement, quand on parle de l'élection européenne, pour l'instant, on a un problème de captation, mais en même temps, quand on regarde les premières études d'opinion concernant les municipales, le Parti socialiste est aux alentours de 19-20%. Ça veut dire que notre électorat a toujours confiance dans ses élus locaux,
a confiance dans les politiques que nous menons dans nos communes, nos départements, nos régions. Et donc il faut arriver à rappeler ce que nous faisons et en même temps à mettre en perspective la question européenne, parce qu'il y a un piège qui nous est tendu. Vous avez d'un côté M. Macron qui se qualifie de progressiste, alors que c'est la terminologie même du groupe social-démocrate du Parlement européen, et de l'autre, des adversaires, là encore, qu'il a choisis, messieurs Orban, Salvini, qui sont les populistes et xénophobes de droite. C'est un piège parce que si M. Macron, en prenant cette responsabilité, met comme seule alternative à la politique qui est menée depuis 20 ans en Europe par les conservateurs et les libéraux, la possibilité de faire monter cette extrême droite, eh bien, les gens choisiront entre l'un et l'autre, alors qu'il y a une autre conception de l'Europe possible, et c'est celle que nous défendons, une Europe puissance, une Europe plus solidaire, une Europe qui traite l'immigration autrement que M. Macron le fait en refusant le droit d'accoster à l'Aquarius. Voilà, on peut proposer d'autres choses. Oui, mais faisons. Qui incarne aujourd'hui et qui demain va incarner justement cette voie européenne que vous défendez? Écoutez, d'abord, nous, on pense projet. Il faut. Enfin, ça, c'est une façon de dire, on ne sait pas. Non, il y aura toujours quelqu'un pour porter, et on parle dans les médias ou dans les couloirs de telle ou telle personnalité. C'est vrai qu'elle ne se précipite pas quand les sondages disent que l'on fait 4,5-5. Mais il n'en reste pas moins qu'il y aura quelqu'un qui portera la voix des socialistes au Parlement européen. Ce peut être un commissaire européen dont on a parlé, M. Moscovici, ce peut être Emmanuel Morel, qui prône une politique un peu plus à gauche que celle que l'aile gauche du PS. Voilà, la ligne que porte le parti. Ça peut être le premier secrétaire. D'ailleurs, à mes yeux, ce serait une bonne chose que le premier secrétaire puisse y aller. Ce n'est pas son choix aujourd'hui, mais peut-être cela le deviendra-t-il. Voilà, on aura de toute façon l'ancien quelqu'un. numéro 2 du PS, dont on a un peu perdu la trace, c'est-à-dire le Normand Guillaume Bachelet. Je ne crois pas qu'il soit aujourd'hui ni en situation, ni en ayant envie d'y aller. Il faudrait lui poser la question, mais personnellement, il ne m'a pas dit qu'il avait ce souhait. Mais on a suffisamment de personnalités, de talents au Parti socialiste pour porter un projet européen. Ce qu'il faut, c'est préciser ce projet. Et c'est ce que nous avons fait. Un texte est soumis à l'approbation des militants du Parti socialiste d'ici la fin du mois d'octobre. Un texte sur lequel vous avez travaillé. Oui, sur lequel j'ai travaillé. Moi, je suis vice-président des affaires européennes au Sénat et donc, effectivement, j'ai travaillé dessus. On a eu un séminaire de rentrée de notre groupe du Sénat, lors duquel j'ai planché sur la question européenne. Donc, on a des propositions à faire très précises, très concrètes. Voilà, le temps de la campagne va venir, l'élection n'est que le 26 mai. Donc, voilà, des choses les unes après les autres. Notre projet, notre candidat et nos candidats, car il n'y en aura pas qu'un, il faudra travailler en équipe, et c'est ça aussi le Parti socialiste. C'est pas l'homme providentiel ou la femme providentielle, c'est un projet et des personnes pour le porter, et on sera nombreux à le faire. Vous croyez à un retour de François Hollande? Est-ce que vous le souhaitez? Écoutez, on a besoin de sa voix, très clairement aujourd'hui. D'abord pour rappeler le bilan qui est celui de son quinquennat, parce qu'il y a beaucoup de choses positives qui ont été faites pendant ces 5 années. On a besoin aussi de son talent, parce qu'il en a, et c'est bien connu. Après, on est loin de 2022. Les circonstances détermineront qui sera le mieux placé pour défendre nos valeurs. Je ne pense pas que lui-même, aujourd'hui, envisage de revenir dans la course à l'élection présidentielle. Mais vous savez, en politique, il ne faut jamais dire jamais. Donc on verra. Il y a d'autres personnalités qui pourraient tout à fait prendre le relais. Moi, je pense en particulier à Bernard Cazeneuve, qui est un Normand, que j'apprécie tout particulièrement. On pourrait penser à d'autres personnalités comme Najat Vallaud-Belkacem, comme Olivier Faure. Voilà, là encore, on ne manquera pas de talent et je pense qu'on trouvera la personne idoine pour porter nos valeurs. De quelques mots, comment est-ce que vous qualifiez aujourd'hui la politique qui est conduite par Emmanuel Macron et Édouard Philippe? C'est une politique de droite, purement et simplement. C'est à la fois une politique qui se voulait exemplaire et qui ne l'est pas, confère l'affaire Benalla. Moi, je suis membre de la commission d'enquête. Écoutez, franchement, il nous balade. C'est le mensonge d'État. Monsieur Benalla nous explique qu'il avait un port d'armes, un permis de port d'armes pour des raisons personnelles, mais qui se promenait avec dans les déplacements du président de la République. Bon, non, faut pas nous prendre non plus comme pour ce qu'il nous prend. Aujourd'hui,
l'ensemble des sénatrices et sénateurs membres de la commission d'enquête, quelle que soit leur sensibilité, ont une intime conviction. C'est qu'effectivement, ils n'ont pas respecté les règles de l'état de droit. Une forme de police parallèle s'était mise en place. C'est inacceptable, mais aujourd'hui, c'est masqué. Donc, la République exemplaire, malheureusement, elle n'est pas au rendez-vous. On nous avait fait grand cas de The Planet is Great Again. Voilà, on a amené une politique environnementale puissante. Bon, M. Hulot, qui était chargé de le faire, est parti tellement dépité de voir toutes ces propositions retoquées. Et vous ne faites pas confiance à son successeur pour Pas plus, parvenir ? pas plus. Il ne s'agit pas là encore d'un homme ou d'une femme providentielle. Il s'agit d'une politique volontariste sur les émissions de gaz à effet de serre. La France n'est pas au niveau des objectifs qu'elle s'est elle-même fixés. Sur le nucléaire, on devait fermer Fessenheim et réduire la production d'électricité nucléaire. Ce n'est pas le cas. Sur le glyphosate, reculade, sur les huiles de palme, reculade, bref, sur tous les sujets importants en matière d'environnement, nous avons reculé. Ce gouvernement n'est pas au rendez-vous et je ne pense pas qu'il le soit plus avec M. de Rugy. Si vous prenez la question sociale, malheureusement, c'est une politique pour les riches et c'est les pauvres qui payent. Tout à l'heure, je vous disais, 8 millions de plans pauvreté, on pourrait parler du plan santé. On nous annonce un plan santé à grand renfort de communication et on va demander 1 milliard d'efforts sur les années à venir aux hôpitaux qui sont déjà exsangues. Voilà, tout ça ne tient pas. Est-ce que sur un plan plus sociétal, du coup, vous attribuez un bon point, malgré tout, à Édouard Philippe ? Il a dit la semaine dernière que sur la PMA, par exemple, pour les couples de femmes ou les femmes seules, sa position avait évolué. Et il a dit on peut y aller. Bah écoutez, très avec bien. La prudence que ça, très bien, que ça entraîne. Mais... Très bien. Moi, j'attends de voir comment le débat sur les lois de bioéthique va se dérouler. Vous êtes favorable, vous, à cette Oui, PMA ? bien sûr. Oui. Bien sûr, ça faisait partie du proposition que le Parti socialiste portait et porte toujours. Moi, je pense que dans ce domaine, l'égalité doit primer. Et les femmes seules ou les femmes en couple doivent pouvoir avoir accès à la procréation. Donc, on va voir comment ce débat va se mener. Vous êtes favorable à la GPA ? À titre personnel, oui. Oui. Moi, j'y suis favorable. Et vous souhaitez que ça vienne dans le débat. Abordé dans le débat. On l'abordera de toute façon. Oui. On l'abordera. Le gouvernement ne le mettra pas dans son texte et fera tout pour ne pas l'aborder. Mais cette question sera évidemment abordée à la fois par la société civile et en même temps par les parlementaires qui le souhaiteront. Vous pourriez donc déposer des amendements en ce sens ? Oui, très certainement. Bon, mon groupe n'a pas encore abordé la question, mais vous, moi je fais partie de ceux qui, oui, j'y suis favorable. Parlons un peu du Parti socialiste, mais à l'échelle un peu plus régionale. Oui. Comment se porte le PS en Seine-Maritime aujourd'hui ? Plutôt bien. On fait partie, on dit, des grosses fédérations. On a encore un peu plus de 3000 adhérents en Seine-Maritime, ce qui est bien. Vous en avez perdu beaucoup. On en a perdu, mais on a bien résisté. Ça tient aussi au maillage territorial. Nous sommes encore très présents dans bon nombre de villes importantes, de villes moyennes, y compris de petites communes. Et ce qu'on appelle le socialisme municipal produit ses effets. Et donc les gens voient que c'est positif et continuent de nous faire confiance. Donc on a des militants qui sont présents, qui distribuent. Il n'y a pas si longtemps que ça encore, moi sur le marché d'Elbeuf, je suis allé distribuer des tracts avec les militants sur le bilan de M. Macron. Donc non, le parti se porte bien. Et là encore, on doit être dans l'opposition nationale, mais aussi locale, parce que nous avons une région dirigée par M. Morin. Mon ami Nicolas Maillard-Rossignol s'est exprimé sur le sujet pour dire tout le mal des politiques qui étaient menées. Nous avons, sur le plan départemental, une majorité qui est un laboratoire en fait, parce que c'est une majorité macro-philippine, si l'on peut dire, qui va de militants et élus les Républicains, ligne Wauquiez, en passant par des UDI, ligne Morin, en croisant des centristes un peu perdus et des gens proches de Macron, notamment un vice-président qui a revendiqué son appartenance à En Marche. Tout ça chapeauté par un président qui dit n'habiter nulle part. Et plutôt jupéiste. Et qui s'annonce déjà sur le départ, un peu comme Gérard Collomb, puisqu'il nous a dit que en 2020, il serait sénateur. Donc ça veut dire qu'il sera tête de liste soutenu par qui, je n'en sais rien. Peut-être par En Marche. Et vous comprenez ce choix ?
Ah ben, à titre personnel, qu'il a envie de devenir sénateur, on peut le comprendre. Moi, je le suis devenu. Est-ce que vous qui avez l'expérience de cette fonction de président du Conseil général, est-ce qu'il peut y avoir une lassitude? Bon, écoutez, ça fait jamais que 3 ans qu'il est président du département. Je Est-ce trouve que c'est ça un vous peu rapide. étonne alors? Ah oui, ça m'étonne. Moi, je l'ai été pendant 10 ans. Les circonstances ont fait que je suis parti juste avant la fin de mon mandat, mais j'en avais quand même fait 3 et j'étais dans le 4e. Donc non, c'est très étonnant. C'est pas de la lassitude, c'est autre chose. Soit ce mandat ne le passionne pas, ne l'intéresse pas, soit sa majorité est tellement composite qu'il a du mal à la tenir. Et je pense que c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, ça tient sur une histoire qui est celle de leur victoire, et puis ça tient vraisemblablement sur le ciment autour d'un homme, mais cet homme lui-même sent que le ciment craquelle, il veut s'en aller, il s'en ira, et on se demande bien ce qui va se passer derrière, parce que cette majorité va exploser. Alors vous parliez de la difficulté à tenir la majorité, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une difficulté à tenir le groupe du Parti socialiste au département? On a vu le départ récent de Nacera Vuelblé et de Catherine Depitre. L'une est élue au Havre, l'autre à Sotteville-lès-Rouen, qui est une terre socialiste. Comment vous analysez, vous, ce départ? Ce sont 2 personnes que j'apprécie et qui ont eu, dans le contexte de leur canton, des difficultés à s'imposer. C'est simple, à Sotteville, vous avez une ville qui est importante. Il n'y a que 2 communes dans le canton. Le binôme est premier adjoint au maire de Sotteville. Il a une existence sur le territoire naturel qui peut faire un peu ombrage au binôme. Et c'est la même chose sur le canton de Montivilliers, où nous avons notre ami Jérôme Dubost, qui est très investi dans la vie locale et qui briguera la mairie contre M. Fidelin, qui est là, sur une commune qui représente les 2 tiers du canton. Donc notre collègue Nacera a eu un peu de mal à trouver sa position. Voilà, les divergences sont très infimes sur le plan politique, je crois d'ailleurs qu'il n'y en a pas, c'est plus des problèmes de positionnement personnel. Voilà. Mais pour ce qui est de la combativité de notre groupe, elle reste intacte. Nicolas Rouly, qui est le président du groupe, fait le job? Oui, bien sûr. Comme vous l'entendez? Oui, bien sûr. Nicolas fait le job avec son caractère, avec son talent, ses compétences. Et en fait, on a face à nous une majorité départementale qui met en œuvre la même politique que celle qui est mise en place au niveau national. Quand même, quand vous voyez que c'est d'ailleurs passé un peu sous le boisseau, le département de Seine-Maritime a été un des tout premiers à se précipiter dans le bureau d'Édouard Philippe pour signer la reddition. La reddition. Parce que quand une collectivité décide de se donner pieds et poings liés au gouvernement en disant on n'augmentera pas nos dépenses de fonctionnement de plus de 1,2%, alors que l'inflation elle-même est de 1,6%, ça veut dire que l'on décide de réduire la voilure dans tous les domaines. Et pour vous, c'est une reddition? Et quand on parle, oui, bien sûr, regardez, il y a eu ce week-end une réunion en marge de l'Assemblée des régions de France qui a regroupé le président de l'association des départements, M. Bussereau, le président des régions, M. Morin, le président de l'Association des maires de France, M. Barouin, ainsi que d'autres représentants de toute sensibilité. Qu'ont-ils dit? Ils ont dit non au gouvernement, non à la recentralisation. La recentralisation, c'est quoi? C'est le gouvernement qui décide ce que vous allez dépenser. C'est ce à quoi M. Martin et ses amis ont cédé. Ils disent non à l'étouffement financier, à l'asphyxie programmée des collectivités. C'est ce que M. Martin a accepté. Eh bien, voilà, il est en plein décalage. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est Macron-compatible, tout simplement. Quelques questions pour terminer. On va venir au municipal, qui est un enjeu important. Oui. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. En 2020, à Rouen notamment, Yvon Robert, un cas unique dans les grandes villes de Normandie, a déjà annoncé qu'il ne se représenterait pas. Donc le jeu est extrêmement... Tout à son honneur. Et le jeu est extrêmement ouvert. Qui pourrait incarner le Parti socialiste? Est-ce que Nicolas Maillé-Rossignol, dont on parle beaucoup ces derniers mois, est le candidat Écoutez, c'est lui qui en décidera s'il souhaite y aller, et au final, ce seront les militants qui en décideront, parce qu'on est dans un parti démocratique où les militants désignent leur candidat. Mais à titre personnel, moi, je souhaite que Nicolas Maillé-Rossignol y aille. Et vous souhaitez qu'il s'engage là, rapidement? Son calendrier lui appartient. Il ne faudra pas trop tarder, évidemment, parce qu'à un moment donné, les questions se posent. Mais je crois que ça se dessine progressivement. Il y a d'autres talents dans l'équipe d'Yvon Robert, mais aucun, aujourd'hui, ne s'est exprimé en disant qu'il souhaitait y aller. Donc Nicolas Maillé-Rossignol est membre de l'équipe municipale, il l'a accompagné.
lors des élections régionales, il avait fait un très très bon score sur le territoire de la ville. Comme le disait Yvon Robert, il faut que la main soit reprise par quelqu'un d'une quarantaine d'années pour pouvoir pour pouvoir se projeter dans le temps. On n'est pas maire un mandat, on est maire minimum 2 mandats pour pouvoir voir ces projets s'installer. Donc non, je crois qu'effectivement, Nicolas Meyer-Rossignol a le profil idéal pour pouvoir être notre candidat aux élections municipales, mais c'est lui qui décide. Ouais. Est-ce que le futur maire de Rouen doit être aussi le futur président de la métropole? Non, pas nécessairement. D'ailleurs, ça n'était pas le cas cette fois-ci. La métropole se porte bien, la ville de Rouen a été accompagnée, elle se porte pas trop mal. L'entente elle est bien meilleure qu'elle n'a été. Oui. Il y a eu... Oui, c'est un euphémisme quand même. Ouais. Non, pareil, ce sont des caractères qui... s'adaptent plus ou moins bien, mais sur le fond, la métropole a mis en œuvre des politiques publiques dont la ville de Rouen bénéficie pleinement, et inversement, la ville de Rouen a contribué pleinement aussi au rayonnement de notre territoire. Il faut se rappeler quand même qu'Yvon Robert est le premier vice-président de la métropole, donc voilà. Non, moi je pense que ce n'est pas indispensable. Ceci dit, dans plein d'endroits, c'est comme ça. Est-ce que ça ne fonctionne pas mieux quand même quand c'est la même personne? Pas nécessairement. Nous sommes dans une métropole un peu atypique. 71 communes, dont je crois 45 ou 46 qui sont des communes de moins de 5000 habitants. C'est-à-dire qu'on a un territoire aussi périurbain, rural, significatif. Tous ces élus ne verraient pas forcément d'un bon œil le maire de la ville-centre être en même temps président de la métropole et accaparer, même si ce n'était pas le cas, mais donnant le sentiment d'accaparer tous les pouvoirs. Donc je trouve que cet équilibre est plutôt sain. Maintenant, rien n'est impossible. Est-ce que Le Havre fait également partie des villes cibles pour le Parti socialiste, ou est-ce que là, vous vous dites ça va être compliqué? Moi, je crois que c'est un enjeu pour la gauche. Et donc, moi, je suis de ceux... Et dans votre phrase, la gauche va jusqu'où? La gauche... On sait par exemple que Jean-Paul Lecoq, oui, bien sûr. Votre collègue parlementaire communiste, ancien maire de Gonfreville-Lorcher, n'est pas encore déclaré, mais il souhaite être candidat au Havre. Vous souhaitez qu'il y ait une alliance avec lui? Moi, je pense que nationalement, la gauche a intérêt à se retrouver sur un certain nombre de sujets. D'abord, dans l'immédiat, pour se battre contre le gouvernement et faire échec à un certain nombre de politiques. Deuxièmement, pour faire des propositions et porter, je pense notamment dans le domaine de l'immigration, nous avons des valeurs communes qui ne sont pas celles du gouvernement actuel. L'Aquarius doit être sous pavillon français. Voilà, il y a une pétition qui a été lancée. Daniel Cohn-Bendit, d'ailleurs, l'a signée lui-même. Moi, je l'ai signée. Et donc, je souhaite effectivement qu'on puisse avancer là-dessus. Donc ça, on peut le faire avec les différentes composantes de la gauche. Et puis viendra le temps des municipales. On gère avec nos partenaires, qui ne sont pas toujours faciles, mais on gère ensemble toute une série de communes, et ceci depuis fort longtemps. Et la plupart du temps, elles sont très bien gérées et elles apportent ce que les habitants attendent. Donc il faudra continuer, on discutera, on se mettra d'accord. Et à l'échelle d'un département comme le nôtre, je pense qu'un accord est possible sur toute une série de communes. En tout cas, moi, je suis favorable à ce rassemblement-là. Dernière question, Didier Marie. Est-ce que vous serez vous-même candidat aux prochaines élections sénatoriales, même si elles sont assez éloignées de nous, et aux prochaines élections départementales qui, elles aussi, sont éloignées? Pour la première question, tout dépend de ce que le gouvernement va faire au titre de la réforme constitutionnelle. Pour l'instant, la réforme constitutionnelle... Alors, on ne la voit plus, mais le président de la République nous a dit qu'il n'y renonçait pas, ce qui est grave. Parce que cette réforme constitutionnelle, c'est le tournant vers un régime présidentiel, le renforcement des pouvoirs du président de la République au détriment de l'Assemblée, du Sénat et donc du législateur. C'est une république autoritaire. Et moi, je ne partage pas. Donc, on va voir. Est-ce que ce projet va avancer? S'il avance, on le combattra. Est-ce qu'on sera suffisamment fort pour le faire reculer? Il y aura moins de sénateurs. On verra. Mais dans ces conditions, il y aura effectivement moins de sénatrices et de sénateurs. Donc moi, j'attends de voir ce que sera la configuration du moment. C'est en 2020, après les municipales. Mais on nous annonce que ça pourrait être un peu après. Donc on va voir. Mais en tout cas, ce que je fais au Sénat et ce que je fais dans le département me plaît. Je ne suis pas encore à la retraite, loin s'en faut. Donc voilà. C'est oui aux deux questions. Donc vraisemblablement. Et au municipal, vous serez présent quelque part?
Non, parce que la règle de Cumul. non-cumul des mandats fait qu'on ne peut pas être à la fois parlementaire et maire, et on ne peut pas cumuler 3 mandats. Donc, soit je reste au département, soit je soutiendrai une liste municipale. À Elbeuf. Oui, bien sûr. Si je dois faire quelque chose, c'est à Elbeuf. Mais il y a un excellent maire, Joe Desmerabé, je le soutiens, je l'accompagne, il repartira, et il a mon plein et entier soutien pour continuer ce qu'il fait très bien. Bien, merci Didier Marie, et à bientôt sur Paris Merci à Normandie vous. TV.